Bien, mes chers collègues, nous allons commencer la séance. Merci. Je donne tout de suite la parole à Gilles Lagahuzer qui nous accueille. Bonsoir, Président, puisqu'on ne s'est pas rencontré à la réunion de la conférence des territoires. Bonsoir à tous. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir à tous à Sainte-Bazeille, à peu près une fois par an, on va dire, c'est à peu près le rythme. Alors, c'est vrai que ça a été un petit peu décalé ce soir avec cette conférence des territoires, et donc ce conseil communautaire commence un petit peu tard avec quelques décalages. Donc je vais pas intervenir longtemps, simplement pour vous dire, pour Sainte-Bazeille, ce qui vous intéresse le plus, parce que je sais ce qui vous intéresse le plus. Ce qui vous intéresse le plus, c'est l'écoquartier. Donc au niveau de l'écoquartier, ça bouge sérieusement. Nous avons fait des modifications de règlement et des modifications de commercialisation. Et aujourd'hui, on est sur une situation où on sent vraiment qu'il y a une attractivité. Et je pense qu'on va arriver à sortir de cette situation qui devenait intenable pour tout le monde. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Et je vous souhaite une bonne réunion sur la digestion, mais ne vous endormez pas quand même. Merci. Merci, Monsieur Lagahuzer. Merci, Monsieur le maire. Je rappelle à tout le monde qu'il faut signer la feuille de présence à l'entrée et que si vous quittez votre place, vous la reprenez ou vous signalez lorsque vous quittez la séance. Merci de tous ces rappels. Alors, nous allons installer un nouvel élu communautaire. Un nouvel élu communautaire, mais que vous connaissez tous, puisque c'est M. Iannotto, qui était déjà avec nous depuis un petit moment, mais qui administrativement doit être à nouveau accueilli, puisqu'il vient d'être élu maire de Castelnau-sur-Guppy. M. Iannotto. Et son suppléant sera M. Thierry Leroy, c'est ça ? Très bien. Je vous donne quelques informations concernant les dates à venir. Le jeudi 9 novembre, salle Fenouillet, à 18h30 à la voirie, bureau communautaire. Jeudi 9 novembre. Sur le rapport d'orientation budgétaire, le ROB. Ça sera donc le rapport d'orientation budgétaire. Alors, c'est pour ça que hier soir, j'ai fait convoquer une réunion des vice-présidents un petit peu en catastrophe, parce que c'est la première fois qu'on organise des réunions pour voter le budget le plus tôt possible, et ça sera donc dans la première dizaine de janvier. Et donc, on était un peu court pour tout ce qui était information auprès des vice-présidents, et donc hier soir, les vice-présidents ont débattu du PPI qui vous sera proposé, donc annexé au budget et dans le ROB. En raison du Salon des maires qui aura lieu du 21 au 23 novembre 2017, le Conseil communautaire, donc initialement prévu le 23 pour ceux qui l'avaient noté, est reporté au jeudi 30 novembre. Nous y débattrons du ROB, du rapport d'orientation budgétaire. Le lieu est à définir, donc s'il y a des bonnes âmes pour nous accueillir, on m'a écrit soit Escassefort, soit Meillan pour faire un tour. Donc on verra si c'est possible. Le jeudi 7 décembre, salle Jean Fenouillet, un nouveau bureau communautaire. Et le jeudi 11 janvier, conseil communautaire pour le vote du budget 2018. Et là aussi, s'il y a des candidats pour accueillir ce conseil. Alors, les derniers secrétaires étaient M. Guy Farbos, M. Daniel Bornum, M. Michel Ferry. Donc, vous étiez installés différemment. Michel Couzigou ou Didier Montpouillan ? Allez, Michel Couzigou. Merci. Michel Couzigou, secrétaire. Alors, le premier point, c'est donc l'élection d'un nouveau vice-président. Il faut donc deux assesseurs. Deux assesseurs pour l'ensemble des élections de la soirée. Alors, je vous propose, si ça vous va,
par tradition, on va dire le plus jeune et le moins jeune. Donc Gaëtan Malange et Jean-Max Martin, est-ce que ça vous va? Jean-Max, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Si, Gaëtan est là, je les ai vus, ils sont là. Assesseur, ça vous va? Très bien, merci. Je pense que voilà. Alors, le déroulé pour les votes. Un appel à candidature sera fait. Les noms des candidats seront inscrits sur une projection. Les bulletins vierges seront remis à disposition des conseillers communautaires pour le vote. Les délégués communautaires seront appelés par rangée pour se diriger vers la table des bulletins afin de prendre un bulletin et une enveloppe, deux bien évidemment s'il y a un pouvoir, et chaque délégué s'approchera de la table de vote, fera constater par les assesseurs sans la toucher qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la communauté d'agglomération et qu'il déposera lui-même dans l'urne. Voilà, il y aura deux enveloppes évidemment s'il y a un pouvoir. Est-ce qu'il y a des observations sur ce déroulé de vote ? Oui, très bien. Alors, on va tout de suite passer donc au point numéro 1 de l'ordre du jour. L'installation du nouvel élu communautaire, c'est fait. Élection d'un vice-président et ensuite deux membres du bureau. Pour l'instant, pour le vice-président. Donc, assesseur, Jean-Max Martin et Gaëtan Malange. Donc, je vais faire l'appel à candidature. Y a-t-il des candidatures pour le poste de vice-président? Moi, je vous propose, vous savez que nous sommes une assemblée qui est surtout masculine. Donc, après avoir recueilli beaucoup d'informations de part et d'autre, je vous propose une femme. Je vous propose Madame Marie-France Bonneau pour ce poste, pour beaucoup de raisons. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont déjà prémarquées pour cette candidature. Ça ne remet pas en question leur valeur, bien au contraire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre agglomération. Mais je pense quand même que féminiser notre bureau serait une très bonne chose. Il y en a besoin. Et je pense que nous donnerions un mauvais signe. En tout cas, je suis prêt à discuter avec les deux autres prétendants qui s'étaient fait connaître pour qu'ils puissent occuper des places très intéressantes donc, à l'agglomération. Il n'y aura pas de problème avec ça. Michel Couzigou. Oui. Alors moi, bien sûr, je suis assez favorable à la féminisation. Le poste sortant était occupé par Alexandre Freschi, qui est un homme. Mais je suis aussi favorable à la cohérence. On a une personne ici qui est membre de cette commission environnement, qui assume l'intérim de la présidence depuis plusieurs mois. Et je voudrais proposer à cette candidature Daniel Bordeneuve, qui est le maire de Mauvezin-sur-Guppy et qui assume cette présidence de commission depuis déjà plusieurs mois. Voilà, au nom de la cohérence. Alors, effectivement, je suis d'accord avec cette analyse. Je reconnais que Daniel a beaucoup travaillé et je l'en remercie d'ailleurs. Oui, pardon, il y a d'autres candidatures? Monsieur Toumazeau. Eh bien oui, je pensais laisser. Donc, j'en reviens en 2014. Bon, j'ai été élu maire de Gaujac. Et par contre, j'étais aussi ancien vice-président de la communauté des communes. Et avec le changement qui s'est avéré à VGA, j'ai dû laisser ma place de vice-président. Donc, aujourd'hui, je profiterai de l'occasion de la démission d'Alexandre Freschi pour aussi me positionner à cette présidence que j'ai perdue en 2014. Voilà. Bien.
Écoutez, moi, je maintiens la proposition que je vous fais. Y a-t-il d'autres demandes de parole sur ce sujet-là? On fait un dernier tour de table. Est-ce que les 3 candidats maintiennent leur candidature? Très bien. Écoutez, nous allons passer aux opérations de vote. On va vous distribuer donc les bulletins de vote avec les enveloppes. Bien, nous avons les résultats de ce scrutin. Alors, élection donc du vice-président de Val-de-Garonne Agglomération, du 15e vice-président, premier tour. Nombre de votants, 82. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 82. Il y a un bulletin blanc, donc 81 suffrages exprimés. La majorité absolue est donc à 42 voix. Ont obtenu Madame Marie-France Bonneau, 47 voix. Monsieur Daniel Bordeneuve, 21 voix. Monsieur Jean-François Toumazeau, 12 voix. Et Monsieur Jean-Claude Derc, 1 voix. Alors. Madame Marie-France Bonneau a obtenu la majorité absolue et donc élue 15e vice-président de Val-de-Garonne Agglomération. Félicitations. Un petit mot peut-être? Bon, tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des conseillers communautaires pour cet exercice de démocratie et à remercier ceux qui me font confiance. À l'égard de Daniel et de Jean-François, je voudrais dire que je ne suis pas quelqu'un qui travaille en solitaire. Je suis un partisan farouche du travail collectif, du travail d'équipe. Donc j'espère que passé ce moment des élections, nous pourrons nous rencontrer tous les trois et nous retrouver pour voir quelle est la meilleure façon de travailler dans l'efficacité pour VGA et en étant le plus efficient possible. Voilà. Et je les remercie aussi à tous les deux. Voilà. Merci Marie-France. Dans le même dossier, nous devons désigner deux nouveaux membres au bureau. Nous avons eu donc des défections, bien évidemment, au bureau. Monsieur Freschi et Monsieur Miner. Monsieur Freschi par l'élection et Monsieur Miner par le changement de gouvernance dans notre Assemblée. Donc il y a lieu de renouveler deux personnes dans notre bureau. Je dois vous dire que nous avons une tradition dans cette Assemblée qui a été poursuivie depuis 2014 comme elle se tenait antérieurement, où tous les maires ou leurs représentants sont membres du bureau. Il se trouve que M. Miner représentait M. Jean-Marie Poignant, qui est maire de Saint-Pardoux-du-Breuil et qui ne peut pas siéger parmi nous puisqu'il est employé communal à Marmande. Donc, il y a un représentant ici de Saint-Pardoux-du-Breuil qui est M. Jean-Marc Duban. Alors, je ne sais pas s'il veut proposer sa candidature. Oui. Oui, très bien. Et il y a le nouveau maire de Castelnau-sur-Guppy, M. Guy Yanotto, qui a donc toute légitimité à rentrer au bureau. Est-ce qu'il est candidat? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres candidats au bureau? Je me dois de poser cette question. Oui. M. Rigal. Très bien. Donc nous allons devoir voter à bulletin secret, encore une fois. Voilà. Donc il y a 3 candidats pour 2 postes. Donc les 3 candidats sont M. Jean-Marc Duban, M. Guy Yanotto et M. Philippe Rigal. Vous devez mettre 2 noms, vous devez inscrire 2 noms sur le bulletin.
On commence par la première table. Et je vais essayer de ne pas ouvrir la dernière cette fois-ci. Bien, mes chers collègues, je vais vous livrer le résultat du scrutin pour l'élection donc des membres du bureau de Val-de-Grâce Agglomération. Premier tour. Nombre de votants, 82. Nombre de bulletins, 82. Bulletin blanc, 3. Bulletin nul, il n'y en a pas. Suffrage exprimé, 79. La majorité absolue est à 40. Ont donc obtenu M. Jean-Marc Duban, 68 suffrages, M. Guy Yanotto, 69 suffrages, et M. Philippe Rigal, 18 suffrages. M. Jean-Marc Duban et M. Guy Yanotto sont donc membres du bureau de Val-de-Grâce Agglomération. Bravo à vous. Bien, dossier numéro 2, charte de l'élu local. Vous savez que la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat a introduit l'obligation pour le président des communautés de lire puis distribuer la charte de l'élu local, ainsi que les articles portant sur les droits et obligations des élus communautaires. Donc je pense que tout le monde a lu cette charte. Nous l'avons vue aussi en bureau, en conférence des vice-présidents. Est-ce qu'il y a des interrogations, est-ce qu'il y a des questions sur cette charte de l'élu local, sachant que nous avons pris une charte tout à fait standard? Elle est codifiée. Elle est codifiée, on ne peut pas la changer. Y a-t-il des questions? Pas de questions particulières? On peut directement passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 3, modulation des indemnités des élus. Alors, nous avons un débat à chaque fois sur les indemnités, enfin, sur les présences ou les absences de certains élus. Et donc, il nous faut effectivement prendre des décisions. Ça a été relevé plusieurs fois par certains élus communautaires. Et nous vous soumettons une délibération, une proposition de délibération avec des écrêtements d'émoluments en fonction des absences. Alors, il y a des absences qui sont tout à fait justifiées. Lorsqu'on est absent, soit pour raison de maladie, soit pour raison professionnelle, soit pour raison d'exercice du mandat ou d'un autre mandat. Il est tout à fait normal qu'on n'ait pas d'atteinte à ces émoluments. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de raison, eh bien là, lorsqu'il y a des absences répétées, il y aura effectivement un écrêtement des indemnités. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Pas de questions particulières? Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est un bon signal donné à l'ensemble de nos administrés. Alors, on va passer au vote. Oui, pardon. Une question, pardon. Oui, simplement, comme je pense d'autres élus ici ce soir, il arrive fréquemment qu'on ait plusieurs réunions, c'est-à-dire réunions à la mairie et réunions à VGA. Donc voilà, je pense que c'est un motif. Le second point aussi, il m'est arrivé, encore il y a 15 jours, bon, lorsqu'il y a des réunions qui se chevauchent entre VGA et la mairie de Tonneins, là je comprends qu'il puisse y avoir deux réunions qui se chevauchent. Par contre, là où je ne comprends pas, c'est au niveau de Val-de-Garonne, lorsqu'il y a deux réunions en même temps. Là, je pense qu'il faudrait une concertation au niveau des services pour justement permettre d'éviter ce genre de désagréments. Alors, je crois que c'est assez rare, mais qu'effectivement, ça peut arriver parce que... Mais je ne pense pas que ce soit des commissions à chaque fois. Ce sont des commissions? Oui, il y avait commission et réunion. La commission des finances pour laquelle on n'a pas encore calé un jour fixe. D'accord, parce qu'apparemment, effectivement, il C'était manque un appel jour d'offres, fixe puis pour la une commission des autre finances. réunion à côté. Mais on essaie d'y remédier quoi qu'il arrive. Effectivement, il n'y aura pas de souci dans la Et vie. un autre point, Monsieur le Président, Oui. je pense qu'on peut prendre des congés, donc forcément... Oui. Alors, il faut voir que ce sont des absences répétées. Répéter, voilà. Si vous êtes tout le temps en congé, je vais commencer à m'inquiéter. Non. Bon, ça va alors. Ok. Bon, Merci, très bien. Non, merci tout a été pris en compte, je pense, effectivement. Alors, je vous rappelle, ne sont pas comptabilisées les absences justifiées par les motifs suivants. Représentation du président à une manifestation, lorsque je vous demande de me représenter quelque part. Présence à une réunion ou à un organisme extérieur dans lequel l'élu représente la communauté. Maladie, nécessité impérieuse liée à un événement personnel ou d'ordre professionnel.
Ça peut être la maladie de quelqu'un dans la famille. Hein. Changement de date de réunion préalablement fixée intervenant moins d'une semaine avant cette date. On peut parfois ne pas pouvoir se réorganiser. Ou lié à l'exercice d'un autre mandat électif ne sont pas prises en compte sans justification. Hein. Voilà. Donc, pas de questions particulières. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ça permettra d'éviter que nous ayons des interventions en séance d'élus qui se plaignent de l'absence d'autres élus. Donc effectivement, j'espère que maintenant tout le monde sera présent. Dossier numéro 4, mise à jour du règlement intérieur de Val-de-Garonne agglomération. Nous avions voté un règlement intérieur en 2014 après le changement de notre assemblée, le renouvellement de notre assemblée. Et là, il y a des petits détails, des petites adaptations qui sont extrêmement mineures. Hein, c'est à la marge. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce règlement intérieur ou sur des modifications qui demanderaient des éclaircissements? Pas de questions particulières? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 5, désignation de nouveaux délégués de Val-de-Garonne agglomération dans divers organismes. Alors, avec tous les changements que nous avons eus récemment, il y a effectivement de nouvelles délégations à voter. Je vous donne la liste des délégations telles qu'elles ont été avalisées par le bureau. Il faut... alors, on va vous proposer comme elles ont été adoptées en bureau. Il y a juste une petite modification et 2 compléments. Mais le bulletin ne devra pas être modifié. On vote tout d'un bloc et sinon le bulletin sera nul. Hein. Donc, vous allez avoir au Comité national d'action sociale, M. Jean-Marie Duban à la place... Jean-Marc Duban à la place de Francis Dutil, qui a beaucoup de réunions, semble-t-il, et donc il est... Voilà. Il est nouveau membre du bureau, c'est l'occasion tu de lui peux... donner quelque... Oui, comme Jean-Marc est nouveau membre du bureau, c'est l'occasion de lui en donner un peu plus. Ah d'accord, j'avais pas compris, pardon. Ensuite, au CAUE, M. Jean Guiraud. À l'ADIL, Mme Régine Poveda. Au SMIDEM, ça va bientôt s'arrêter, mais au SMIDEM, donc Mme Josette Jacquet, M. Michel Couzigou, M. Didier Ressiot. À Valorizon, donc ce sont là les 2 précisions suite au vote de tout à l'heure. Valorizon, Marie-France Bonneau. Et Amorce, Marie-France Bonneau aussi. Au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, Gaëtan Malange. À l'association du pays Val-de-Garonne, Guyenne, Gascogne, Gilles Lagahuzer, Michel Couzigou. Et au comité technique et au CHSCT, M. Pascal Laperche. Alors, est-ce que vous voulez, la question c'était ça plutôt, est-ce que vous voulez un vote à bulletin sucré ou pas? Alors, il faut que ce soit à l'unanimité. Donc, qui est contre le vote à bulletin secret? Contre le vote à bulletin secret? Non, qui est pour, pardon. On va aller plus vite. Pour le scrutin public. Vous allez me faire devenir chèvre avec toutes ces élections-là. Qui est pour? Qui est pour le vote à bulletin secret, pardon. Très bien. Donc nous allons voter à main levée. Pour cette liste, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 6, soutien au dispositif d'intervenance sociale en gendarmerie. Alors normalement, c'est un dossier qui échoit à Christian Fressinet. Je crois qu'il est là, mais est-ce qu'il l'a bien suivi à la fin? Je ne sais pas trop. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, non, parce que c'est la délégation officielle, c'est pour ça. Alors en fait, nous avons un dispositif en lien avec le centre Saint-Vincent de Paul, par lequel nous finançons un demi-poste pour une assistante sociale. Cette assistante sociale accompagne en fait les forces de la gendarmerie lorsqu'il y a des difficultés intrafamiliales. Et c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant, pour lequel beaucoup d'entre vous nous ont demandé de le poursuivre. Et ce qu'on vous demande là aujourd'hui, c'est pour 2017 de financer la moitié de ce poste.
Sachant que pour 2018, on va voir comment on arrivera à financer. Je ne sais pas trop, il devrait y avoir d'autres propositions. Je ne sais pas si Jacques veut prendre la parole. Jacques va prendre la parole. Psychologue, pardon. Pas Sophie Borderie va pouvoir en parler mieux que moi. Moi je l'avais dit en bureau. Effectivement, aujourd'hui, on est en train de travailler sur, puisque le département intervient sur l'arrondissement d'Agen et sur l'arrondissement de Villeneuve, avec un financement moitié-moitié avec l'État. Aujourd'hui, le département n'intervient pas sur l'arrondissement de Marmande, donc on est en train je crois qu'il y a une réunion début novembre là-dessus avec les services de l'État, avec la police, avec la gendarmerie, parce qu'on ne serait pas uniquement sur les zones gendarmerie, mais aussi sur les zones police, de manière à regarder comment on va harmoniser et les interventions et le financement des interventions. Voilà, donc ça c'est un travail qui se fait au courant du mois de novembre et pour lequel on pourra avoir une solution pour l'année 2018. Mais Sophie peut préciser des choses là-dessus. Je n'ai pas grand-chose à préciser, si ce n'est qu'effectivement, il y a une réunion qui est prévue normalement dans les locaux de la préfecture le 9 novembre. Les convocations ne sont pas encore parties, où l'ensemble des acteurs qui s'occupent de ce dispositif seront invités, dont effectivement les 3 agglos, services de police, gendarmerie, le CHRS, les services du département et les services de l'État, pour faire une proposition d'organisation globale de ce dispositif, qui effectivement aujourd'hui n'intervient que sur les zones de gendarmerie. Et il semble intéressant, en tout cas pertinent, que désormais ces intervenants sociaux de gendarmerie puissent intervenir sur l'ensemble du département. Et il y aura aussi une proposition de financement, puisqu'aujourd'hui, le financement de ces intervenants n'est pas forcément cohérent, puisque les financements sont différents d'un territoire à un autre. Donc il y a effectivement une réunion qui est prévue le 9 novembre prochain. Très bien, merci. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est une participation pour 2017. Oui, Gilles Lagahuzère. Sur ce dossier, la commission prospective et stratégie territoriale a demandé à l'unanimité à ce que ça soit vraiment suivi de près pour éviter que cette mesure et ce dispositif soient purement et simplement annulés. Parce que, effectivement, en tout, le coût est de 28 000 €. Et aujourd'hui, Saint-Vincent-de-Paul, avec 14 000 €, effectivement, ne peut pas arriver à boucler l'année. Il y a 8 000 € qui ont été rajoutés par l'État, je crois, hein, c'est ça. Moi, je crois que là, on est sur un dossier qui est très particulier parce que, si vous voulez, la gendarmerie se trouve à certains moments devant des situations. Eux, ils sont pas là pour faire, les gendarmes ne sont pas là pour faire l'accompagnement social, mais ils se trouvent devant des situations que les services sociaux eux-mêmes ignorent complètement. Parce qu'ils arrivent à certains moments devant des cas, ou alors ça peut être des violences intrafamiliales, ça peut être des séparations difficiles, ça peut être des mères célibataires avec enfants, quelquefois l'alcoolisme. Et donc, ils sont donc amenés à voir un certain nombre de choses qui nécessitent forcément un accompagnement. Alors là, effectivement, comme toujours, il y a des questions budgétaires, il y a des questions d'argent, ça c'est normal. Ceci étant, là on touche vraiment à des questions qui peuvent être graves. Et je crois qu'on n'a pas le droit de laisser à certains moments des gens dans une situation de précarité telle que il peut y arriver des choses extrêmement difficiles, extrêmement graves, qui évidemment peuvent aller très loin. Donc je crois qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, VGA, département, pourquoi pas commune, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est devant des situations extrêmement difficiles
qui sont traités. Et on a le commandant de gendarmerie de Marmande peut très bien venir en témoigner. Il est venu déjà, il nous en a parlé plusieurs fois. Et c'est vrai que je crois qu'il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution, mais on ne peut pas arrêter ça. Et c'est pour ça, je pense que la solution... Oui, Jacques. Oui, et ensuite Régine. Je partage... je partage ce que dit Gilles. Je voudrais juste rajouter que théoriquement, c'est à l'État de le faire. C'est-à-dire que théoriquement, les corps, que ce soit la gendarmerie ou la police, ont des travailleurs sociaux aussi, mais ils ne sont pas aujourd'hui affectés dans le département. Voilà. Donc, en même temps, on est en train de nous demander de trouver des solutions, qu'on soit de plus en plus performant dans nos collectivités. Bon, je n'étais pas là tout à l'heure, mais bon, c'est ce qu'on est en train de nous demander. Il n'empêche que sur des compétences d'État, je le redis, sur des compétences d'État, on vient chercher les collectivités. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'on y aille, parce qu'il y a des situations, et on ne peut pas laisser la population comme ça, mais en même temps, encore une fois, on se trouve les collectivités à pallier financièrement sur le financement de ces services. Régine. Oui, merci Président. Moi, je voulais saluer le travail qui est fait par justement cette psychologue et les conseillers aussi qui accompagnent ces personnes qui ont subi soit des violences ou soit qui sont dans la précarité. Et donc, je voudrais saluer aussi le travail de cette cellule de gendarmerie qui apporte énormément. Moi, pour avoir eu des personnes, des habitants de ma commune, c'est vraiment un très bon accompagnement et je veux vraiment les saluer ce travail et aussi remercier VGA de les accompagner. Tout comme moi, je voudrais remercier, alors c'est quelque chose qui m'a échappé, mais je voulais vous dire mon plein investissement dans cette action-là. Je voulais vous dire, Président, merci. Même si je n'ai pas vu passer ce protocole, peut-être que j'ai omis, mais quand même, je suis très attentive. Merci d'avoir signé le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. VGA l'a signé, la mairie de Marmande l'a signé, le département l'a signé aussi. Je crois que ça, c'est important aussi. Je crois qu'il faudrait d'ailleurs en parler davantage, le dire encore plus fort, parce que c'est quelque chose d'important aujourd'hui que de soutenir ces femmes qui, justement, méritent d'être soutenues et accompagnées. Donc, je profitais de ce dossier-là pour vous dire que je compte m'engager pleinement avec vous, à vos côtés, dans ce protocole et dans tout ce qui peut être fait pour le soutien aux femmes et aux violences faites aux femmes. Je vous remercie. Merci Régine. Ça me fait penser que j'ai été interpellé l'autre jour lorsque j'ai organisé une table ronde sur la GEMAPI à Cahors. Et en arrivant à Cahors, il y a un panneau Cahors, ville respectueuse des femmes. J'ai été très surpris de voir ce panneau-là. Et donc peut-être faudrait-il réfléchir sur, je ne sais pas, une mission interne ou quelque chose comme ça pour... voilà. En tout cas, c'est affiché à Cahors, c'est très clair et voilà. De rien, voilà. Bien, y a-t-il des questions encore sur ce dossier? Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? On peut passer au vote. Alors, pour le soutien au dispositif d'intervention sociale, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 7, planning d'ouverture 2018 des ALSH. Jean-Luc Armand. Merci, Président. Oui, il s'agit d'une délibération donc, qui porte sur le planning d'ouverture 2018 des ALSH du territoire. Les dates de vacances scolaires étant fixées par le ministère de l'Éducation nationale et en fonction des jours fériés annuels, le planning d'ouverture des ALSH varie tous les ans. C'est pourquoi il convient de le fixer annuellement, aux dates donc de vacances, de préférence. Et cette année, voilà ce que nous vous proposons. Donc les ALSH du territoire seront ouverts tous les mercredis, hors vacances scolaires,
du 10 janvier 2018 au 19 décembre 2018, soit 36 mercredis. Alors, il est bien évident que pour le moment, nous n'avons pas tranché la question de savoir si les communes reviendraient à 4 jours ou à 4 jours et demi. Ça sera tranché ultérieurement. Il n'empêche que les mercredis restent des mercredis, et ce sont les mercredis de l'année que nous vous proposons pour l'ouverture. Au mois de février, donc, les vacances auront lieu en 2018 du lundi 12 février au vendredi 23 février 2018 inclus, soit 10 jours. Du lundi 9 avril au vendredi 20 avril 2018 inclus pour les vacances de printemps, soit 10 jours. Du 9 juillet au vendredi 31 août inclus pour les vacances d'été, soit 39 jours, hormis le mercredi 15 août. Il est à préciser que la LSH de Foyer fonctionnant dans les locaux de l'école fermera ses portes comme tous les ans, quelques jours avant, selon le besoin de la commune pour l'entretien des locaux en vue de la préparation de la rentrée scolaire. Et enfin, du lundi 22 octobre au mercredi 31 octobre 2018 inclus pour les vacances d'automne, soit 8 jours. Concernant les vacances de la Noël, les vacances d'hiver, et à la demande de plusieurs familles sur le territoire, qui nous avaient fait remarquer que l'an dernier, les centres de loisirs étaient fermés toute la période des vacances scolaires. Donc nous avons pris en compte cette gêne qui était causée aux familles, et nous proposons cette année d'ouvrir 2 centres de loisirs du territoire, qui seraient des centres de loisirs de secours, on peut dire, un sur le secteur tonenquais, en l'occurrence la LSH de Tonens, et un sur le secteur marmandais, en l'occurrence la LSH de Sainte-Bazeille. Alors pourquoi avons-nous fait le choix de ces 2 ALSH? Tout simplement parce que nous avons 2 prestataires, en plus des centres de loisirs que nous avons en régie, le centre de loisirs de Marmande et celui de Meillan. Nous avons 2 prestataires qui sont l'Amicale laïque de Tonens et Léo Lagrange. Afin de respecter une équité entre nos 2 prestataires, donc nous vous proposons d'ouvrir un centre de loisirs, celui de Tonens, géré par l'Amicale laïque de Tonens, et un autre géré, enfin l'autre puisqu'il n'y en a qu'un, géré par Léo Lagrange, celui de Sainte-Bazeille. Voilà. Il serait ouvert cette année du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier, puisque cette année, la gêne aux familles ne serait pas avant la Noël. On sort, je crois, les vacances ont lieu le 22 ou le 23 décembre, donc il n'y a pas de temps avant la Noël. Par contre, nous rentrons assez tard, assez tardivement. Et c'est certainement à cette période-là, du mardi 2 janvier au vendredi 5, que les familles seraient gênées pour faire garder leurs enfants. Et il en est de même pour le vendredi 2 novembre 2018, donc le lendemain de la Toussaint, qui, pour beaucoup de familles, pourrait constituer une gêne si les centres de loisirs étaient fermés. Donc nous vous proposons de les maintenir ouverts ce vendredi 2 novembre 2018. Voilà, Président, ce que j'ai à dire sur ce planning d'ouverture. Merci, c'est très précis, merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter que nous avions dit à un moment qu'une fois que les difficultés budgétaires de Val-de-Marne agglomération seraient réglées, nous reviendrions sur certaines dispositions qui avaient été peut-être un peu drastiques à un moment, mais qui étaient nécessaires dans le cadre de notre budget. Maintenant, c'est fait. Les choses vont mieux. Vous le verrez dans les mois qui viennent, puisque nous allons voter le budget donc, le 11 janvier. Et maintenant, à la demande effectivement des familles, nous pouvons à nouveau organiser des plages qui sont plus conformes à certaines de leurs difficultés. Donc la plage de Noël était une demande très forte, enfin la plage de fin d'année. Et effectivement, le pont aussi est quelque chose de très judicieux. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Oui. Monsieur Dufour. Oui, merci. Merci, Président. Moi, je reviens sur le centre de loisirs. Alors, bon, sur l'organisation qui a été expliquée par Jean-Luc Armand, il n'y a pas de souci. J'avais évoqué en réunion de bureau qu'éventuellement, ça pourrait aussi tourner peut-être avec, vu que l'Amicale laïque est à Tonens, Foyer et compagnie, qu'éventuellement, ça puisse tourner au niveau des vacances d'hiver. Voilà. J'avais simplement évoqué ça et je pense que tout le monde comprend très bien. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est qu'il y ait une ouverture quelque part. Voilà. Voilà, je crois qu'effectivement, ce qui est important, c'est qu'on rende ce service.
Ensuite, là, d'après ce que j'ai compris, la Commission a préféré ouvrir 2 centres de loisirs gérés par des partenaires. Et pour ne pas faire de jaloux, ces 2 centres de loisirs-là. Ça ne nous empêche pas après, effectivement, d'établir Moi, je suis très favorable qu'il y ait un roulement, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais. Si je peux me permettre d'ajouter, je t'ai déjà répondu sur cette question, Gilbert. Nous avons évoqué en commission la possibilité, effectivement, de faire tourner sur d'autres ouvertures de centres de loisirs pour l'année prochaine. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Courage-Long. Merci, Président. C'est juste une remarque par rapport au calendrier. En effet, on comprend bien que du 2 au 5 janvier, ça puisse répondre pour les parents qui travaillent. Mais je pense qu'il y aura des parents aussi qui vont travailler du mardi 26 au vendredi 29 décembre. Tout le monde ne sera pas en congé. Donc, une situation qui remplit, à mon sens, à moitié la demande des parents, vu que tout le monde ne part pas en vacances, ne part pas au ski, se retrouve donc, que même parfois c'est des artisans qui se retrouvent donc à avoir des contraintes au niveau de la garde d'enfants. Donc, je me réjouis, je trouve ça très bien, du 2 au 5 janvier. Je pense que ce n'est pas complet quand même au niveau d'être en capacité d'ouvrir seulement 2 centres de loisirs pour juste 3 jours des vacances. Ça me paraît juste un effort à moitié. Oui, sauf que on peut très bien faire tous les efforts du monde, mais il faudra bien payer un jour ou l'autre. Voilà. Donc, moi, je veux bien, je n'ai pas de problème avec ça. On peut ouvrir complètement tous les services à la population, on peut faire des lignes de bus partout, voilà. Mais encore une fois, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Nous avions pris des décisions pour restreindre nos dépenses, nous l'avons assumé. Maintenant, ça va mieux, on ouvre à nouveau un petit peu les vannes, on va y aller calmement, on va mesurer, on va évaluer le système, on va voir combien ça nous coûte, même si on le sait. En tout cas, l'évaluation précise est quand même importante. Et puis après, on verra si on peut faire plus, on fera à nouveau plus, bien évidemment. Mais encore une fois, moi, j'aime pas trop j'aime pas trop qu'on fasse des promesses, qu'on ouvre les vannes et puis qu'après on se retrouve avec à nouveau avoir à fermer les robinets. Ça, je n'aimerais pas. Voilà. Donc, soyons prudents. D'autres questions? Je trouve que c'est une excellente décision. Vous féliciterez la Commission. Merci, Président. Nous sommes tout de même, si je peux me permettre d'ajouter un mot, nous nous sommes appuyés, Christophe, sur les demandes qui avaient été faites l'an dernier par les familles et qui majoritairement portaient, alors parce que l'an dernier les vacances avaient cette configuration-là, nous étions en vacances, je crois, le 18 décembre l'an dernier, donc majoritairement la demande des familles portait sur la première semaine avant Noël, même si c'est vrai, tu l'as dit, quelques familles étaient demandeuses pour l'intervalle entre Noël et le 1er de l'an, mais c'était vraiment très peu de familles. Quant au nombre de centres de loisirs que nous avons proposé d'ouvrir cette année, c'est un peu un test. On ne sait pas si ils seront saturés ou s'il y aura beaucoup de place. Donc on ajustera l'année prochaine en fonction de la fréquentation de cette année. Bien, y a-t-il d'autres questions sur ce dossier? On peut passer à la délibération. Donc, ce dossier numéro 7, planning d'ouverture 2018 des ALSH, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 8, décision modificative numéro 2 du budget principal. Francis Dutil. Décision modificative numéro 2, traditionnelle, qui en section de fonctionnement s'équilibre aussi bien en recettes qu'en dépenses à moins 53 622. Ça veut dire qu'on baisse les charges de fonctionnement avec quelques chiffres significatifs, en particulier moins 307 000 travaux en voirie qui n'a pu être fait, donc on le passera en section d'investissement parce que ça a été fait par une entreprise. Ensuite, ce n'est pas un gros chiffre, mais pour comprendre pourquoi on l'a aussi bien en plus qu'en moins, c'est le tourisme, le complément de crédit sur la taxe de séjour, donc VGA à l'encaisse et le reverse à l'OT. Donc, ça veut dire que vous avez 2 fois 9 000 € aussi bien en recettes qu'en dépenses. Voilà. Donc, si vous avez des chiffres, alors bien sûr, comme d'habitude, dans les annexes, vous avez toutes les lignes budgétaires correspondantes qui ont été modifiées. C'est une obligation, donc vous pouvez le consulter.
Si vous avez des questions, j'y répondrai sur le fonctionnement. Et l'investissement, donc même chose pour un montant de 564 297. Alors, les gros éléments, c'est lié bien sûr à cette partie d'investissement qu'on a pu faire la voirie à régie, donc qui devient une dépense liée à une entreprise qui a été réglée. Et puis on l'avait déjà discuté en bureau et en vice-présidence, c'est le montant aussi de la dette, de la renégociation de la dette qui est mise dans cette section-là. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette décision modificative? Pas de questions particulières? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Les dossiers techniques. Pardon, il y en a un dernier. Étalement des pénalités de renégociation de la dette. Encore Francis Dutil. Oui, mais c'est ce qu'on a vu précédemment. Hein. Donc, vous savez, quand on a renégocié la dette, on a eu une partie du taux qui a été augmentée pour la compenser. La deuxième a été donc mise dans le remboursement du capital. Et donc, c'est la possibilité d'étaler cette dette que l'on a liée à la modification de la renégociation, par exemple, de nos crédits. Donc, ça s'étalera de 2017 à 2021. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les dossiers techniques, vous m'interrompez s'il y a des demandes d'explication. Dossier numéro 10, remboursement des charges de structure de la mission locale de la Moyenne-Garonne, année 2016. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 11, modification de la délibération concernant la gestion des équipements d'accueil des gens du voyage de Marmande, convention de gestion avec la commune de Marmande. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 12, créance éteinte dans le cadre d'une procédure de surendettement. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 13, règlement intérieur 2018 des ALSH. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier 14, positionnement sur le devenir du syndicat mixte Epidro. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 15, création d'un poste de chargé de mission agriculture. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 16, création d'une circulation douce entre la rue Richelieu et le parc de Vénès et d'un mini-giratoire au carrefour des rues Bel-Air et Lamartine à Tonins et réaménagement de trottoirs dans diverses rues à Clérac. Y a-t-il des questions? Oui, une question. Non, moi, j'ai besoin juste d'un éclaircissement par rapport à la participation des communes. On est sur 50% VGA, 50% la commune. Oui. On n'est plus comme dans les fonds de concours traditionnels où on nous demande simplement que la commune doit intervenir à 20%. C'est ça. C'est des nouvelles voies, là, non? Oui, c'est ça. Toute création de nouvelles voies, c'est 50-50. C'est 50-50, voilà. Ouais. OK. Non, mais c'est Voilà. tout. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur les décisions, pas de questions particulières? Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, merci. La séance est levée.